Les podcasts de la Paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenue les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. Nous venons, mon camarade Anthony Laurent de Sciences Critiques et moi du Chiffon, Colline Merlot, vous parler des réactions qu'on peut avoir en tant que journaliste en face de l'introduction massive de l'IA. Nous parlons au titre du syndicat de la presse pas pareil, qui est une jeune association regroupant une quarantaine de médias en France, soit des médias hyper locaux, soit des médias à diffusion nationale, dont un grand nombre travaillent encore avec le papier. Voilà. Pour des raisons politiques, pour des raisons de réflexion sur la façon de lire et ce que ça déclenche. Voilà. Et donc notre position, la position que nous allons défendre est encore en discussion à l'intérieur du syndicat. Certains de nos titres ont adopté un petit médaillon qui figure sur la une de notre journal, journal garanti intégralement sans IA générative. Dont nous pourrons expliquer l'importance, mais qui en général suscite des sourires de connivence chez nos lecteurs et nos lectrices. Voilà, j'ai tout dit, ça va ? On présente peut-être chacun nos médias à l'intérieur de... Donc, nous, le Chiffon, on est une équipe qui s'est formée il y a 5 ans, sur le constat qu'il manquait quelque chose en Île-de-France, à savoir un journal local sur la région Île-de-France, qui est une région extrêmement paradoxale, puisqu'elle concentre Paris, une capitale terriblement capitalesque, et des territoires extrêmement ruraux au bout des lignes de RER. Et arriver à penser le paradoxe de ce territoire, paradoxe géographique, paradoxe d'organisation, nous permet, numéro après numéro, à partir de grands axes thématiques, de traiter aussi bien l'organisation des transports, le recours à l'environnement naturel qui reste. Ici, on a travaillé spécialement sur la grande banlieue. On peut travailler sur le spectacle vivant. Enfin, voilà. Et mon camarade donc se présente aussi. Oui, merci Colline. Alors, donc Anthony Laurent, je suis fondateur et rédacteur en chef d'un site internet qui s'appelle Sciences Critiques, qui est un site d'information et de réflexion critique participatif sur les sciences. Donc on a, avec le Chiffon et beaucoup d'autres médias, nous sommes juste en bas. En gros, pour vous le présenter en 3 mots, on considère que les sciences et les techniques, les technologies, sont tout sauf neutres. On le verra d'ailleurs ce matin, notamment dans mon propos. Les sciences et les techniques ne sont pas neutres, c'est-à-dire qu'elles ont des influences et qu'elles sont influencées politiquement. Voilà, pour le dire comme ça. Après, on peut faire 3 heures, 4 heures sur le sujet, mais au moins pour vous dire d'où on parle d'une certaine façon. On est un média associatif, on existe depuis une 12aine d'années, nous sommes une dizaine de journalistes et qui travaillons avec des chercheurs, des chercheuses critiques de leur discipline, de leur profession, de leur institution. On travaille avec des jeunes ingénieurs, on travaille avec des militants associatifs, voilà. Et donc, on est un site internet avant tout, vous pouvez nous trouver en ligne, mais on édite aussi des revues papier pour essayer de gommer notre dissonance cognitive, puisqu'on est technocritique. Nous aussi, on s'est mis à l'auto-édition papier. Donc, vous trouverez en bas sur notre table des petites brochures, des textes notamment sur un texte qui s'intitule « Pourquoi et comment critiquer l'intelligence, comment résister à l'intelligence artificielle ?» Et puis surtout, on a on sort ce vendredi, donc vous l'avez en avant-première en bas, une bande dessinée écolo, technocritique, qui a été coéditée avec les éditions du Passager clandestin.
Et voilà, je pourrais vous la présenter en bas si vous voulez. C'est une fiction documentaire et en fait on suit l'héroïne principale qui est Marie. Et Marie, on la suit dans son éveil technocritique, c'est-à-dire c'est vous, c'est moi, c'est quelqu'un qui se posait pas forcément de questions sur la place et le rôle de la technique dans la société et qui, à travers son travail, ses relations sociales, ses relations amoureuses, la rencontre de collectifs technocritiques engagés contre la 5G, les data centers, les Linky, etc., se rend compte de ce que la technique lui fait dans sa vie privée, dans sa vie sociale, dans sa vie intime. Donc voilà, la bande dessinée, je n'ai pas encore dit le titre, s'appelle Un grain de sable dans la machine et vous la trouverez en bas. Voilà ce que je pouvais dire pour Science Critique. Mais t'enchaînes parce que c'est moi qui commence ? Allez, ok, ça marche. Oui, non, bien sûr, on n'a pas répété, mais comme tu veux. Allez, vas-y. Juste pour se rendre compte, combien d'entre vous doivent, dans le cadre de leur travail, utiliser des robots d'intelligence artificielle actuellement ? Ok. Générative. Oui. Oui, tout à fait. D'accord. Génératif, si vous voulez. On pourra revenir sur l'articulation entre les deux, sur IA et IAG. Ok. Combien d'entre vous en sont contents ? Ok. Non, mais c'est intéressant. Combien d'entre vous pensent que Elon Musk devrait gagner plus d'argent ? D'accord. Vous êtes de gauche, peut-être ? Bon, ok. Merci. C'était juste pour me faire une idée sur le public. Très bien. Alors, on s'est réparti la discussion comme suit. En fait, moi, dans mon propos, je voulais déjà, et c'est ce que je vais faire, essayer, sans vous assommer non plus de chiffres. C'est vrai qu'on est dimanche matin, donc on se met tous en route très tranquillement. Néanmoins, il me paraît évident, incontournable et extrêmement important que quand on parle de système informatique, de système d'intelligence artificielle a fortiori, et d'IAG, d'intelligence artificielle générative, donc celle qui génère du texte, du son, des images, etc., que contrairement à ce que pourrait dire un discours politico-mercantile, mercatique, etc., on est loin d'être dans l'immatérialité. Le numérique, l'informatique, on s'appuie en fait sur une infrastructure tout à fait matérielle. Et ça, c'est déjà, à mon sens, dans une approche critique qui est la mienne, vis-à-vis des sciences, comme vous l'avez compris, et vis-à-vis du numérique et des nouvelles technologies. Cet argument, avant de parler de ce que fait l'IAG pour le travail, les professionnels, notamment du journalisme, moi, c'est vraiment parler des impacts écologiques, environnementaux, climatiques, énergétiques. Et quand vous avez une discussion sur le sujet, j'imagine que vous en avez beaucoup et que pour essayer de, dans une argumentation critique, je trouve que l'argument écologique est un argument massu pour réguler, limiter, entraver, interdire le développement de l'intelligence artificielle générative, notamment. Ce matin, ça ne va pas durer très longtemps, bien sûr, mais je veux présenter quelques chiffres. Alors, ces chiffres-là, je les sors d'où ? Je les sors notamment de l'Agence internationale de l'énergie, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, a fait des études et des rapports sur le sujet. Il y a également l'ONG association, le Shift Project, qui a fait également qui a sorti quelques chiffres sur le sujet. Et puis quatrième source, je me suis appuyé sur précisément un collectif de chercheurs et d'enseignants en enseignement supérieur et dans l'éducation nationale qui, vous l'avez peut-être vu si vous suivez ces sujets, en 2025 a sorti un manifeste d'objection de conscience contre l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels, des chercheurs, des chercheuses et des enseignants de l'éducation nationale qui, face à la prolifération, la massification de l'IAG, ont appelé, à travers un manifeste que vous trouverez facilement en ligne, à une objection de conscience, comme il y avait des objecteurs contre la guerre, si vous voulez, pacifistes. Là, c'est un peu la même chose. La nécessité pour ces professionnels, pour eux-mêmes, de refuser l'IAG et d'appeler
tous les professionnels, au-delà de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation nationale, les journalistes, les travailleurs et travailleuses que vous êtes, à se poser à minima la question de la place de l'IA dans nos pratiques professionnelles et, pour différentes raisons, s'y opposer. Ce collectif s'appelle l'Atécopole. C'est l'atelier d'écologie politique. C'est une centaine de chercheurs et de chercheuses basés surtout à Toulouse. Donc, ce sont des chercheurs critiques qui ont beaucoup travaillé sur le sujet et donc qui ont lancé ce manifeste que je vous invite à lire, mais je vais en citer quelques passages ce matin. Le message principal de mon propos, c'est que les promoteurs de l'IA, qu'ils aient des sympathies à droite de l'échiquier politique ou à gauche de l'échiquier politique, les promoteurs de l'IA, c'est ce que disent ces chercheurs, participent de façon active à l'écocide. Quoi qu'il en soit, l'IA a un impact sur la production, l'extractivisme minier, la consommation de matériaux, métaux, minéraux, et sur la consommation d'énergie. Ça, c'est le message essentiel, c'est l'IA, l'IAG particulièrement, et notamment toutes les projections qu'il y a à 4 ans déjà, ou à l'horizon 2050, sont relativement catastrophiques en termes environnementaux. C'est-à-dire, au rythme où ça va, il est clair qu'on accentuera ce qui est aujourd'hui un fossé énergétique, mais on accentuera le gouffre énergétique. Tous les voyants sont globalement en rouge. Et donc ça pour le coup, l'IA accélère la crise climatique et environnementale, et même si les data centers, les terminaux, tous les matériels sont éco-conçus, ou même s'il y a de l'efficacité énergétique, ce qui est le cas, heureusement, d'une certaine façon, que nos terminaux, les data centers, tous les outils et les équipements sont éco-conçus et sont de plus en plus efficaces d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'ils fournissent beaucoup d'énergie par rapport ils consomment peu d'énergie pour leur production par rapport à ce qu'ils fournissent. On a une efficacité qui est réelle, mais comme souvent en écologie, avec beaucoup d'autres outils et de techniques, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on peut limiter la consommation énergétique unitaire d'un data center. Il consomme 20% de moins que l'année précédente, c'est très bien, on applaudit. Mais si les perspectives, c'est de multiplier, et ce qui est le cas d'ailleurs en France, de multiplier les sites data centers, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire on peut économiser unitairement sur les data centers, par exemple, la consommation électrique. Mais si on les multiplie par 2 ou 3, ce gain, cette économie d'énergie est complètement annulée, voire complètement dépassée. En fait, l'empreinte énergétique est encore plus importante. Je vous rappelle que Macron, au sommet de l'IA l'année dernière, a dit que la France allait être et devait être le pays des data centers. Il a carrément appelé plug, baby plug, pour appeler les entreprises de la big tech et des startups, etc., à venir se brancher en France, parce que la France allait devenir un paradis des data centers. Donc, les data centers qui sont quand même la colonne vertébrale de l'IA. Et pour vous donner donc quelques chiffres, selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation électrique des data centers devrait doubler d'ici 2030, c'est-à-dire dans 4 ans. Et ça correspond, c'est légèrement plus que la consommation actuelle d'un pays comme le Japon. Donc c'est pour vous donner aussi des ordres de grandeur, c'est assez phénoménal. J'avais quelques infos aussi sur les États-Unis, qui est le premier pays en termes de data center. Les États-Unis, il y a la consommation d'énergie des centres de données qui devrait représenter près de la moitié de la croissance de la demande d'électricité en 2030. C'est-à-dire que on est une société qui consomme beaucoup d'électricité. Et dans la demande future d'électricité, les data centers vont peser beaucoup. Aux États-Unis, c'est 50%. À l'échelle mondiale, c'est 35% dans 4 ans.
C'est énorme. En fait, ce qu'il faut comprendre en d'autres termes, c'est que l'IAG va demander énormément d'électricité qu'il faudra bien sûr produire. Et comme vous le savez, la production d'énergie, c'est ce qui a a des impacts climatiques très importants. Parce que aussi, autre chiffre que j'ai trouvé, ça vient du Shift Project cette fois, que les centres de données aujourd'hui tels qu'ils existent mobilisent, sont à 50%, la moitié des centres de données aujourd'hui recourent à des énergies fossiles. Donc c'est quand même assez colossal. Ce qui est aussi à noter, c'est que le matériel informatique en fait a une durée de vie qui est relativement courte. Donc en plus, comme nos smartphones, si vous voulez, qui ont une durée de vie entre guillemets de 18 mois, les centres de données et toute l'infrastructure numérique, c'est pareil. On a des matériels qui ont une durée de vie très courte et en fait il faut régulièrement renouveler, changer les briques des data centers pour que toute cette infrastructure perdure. Voilà, donc les prospections, les projections, que ce soit en France ou à l'international, c'est à la multiplication des data centers. Donc c'est assez inquiétant. L'empreinte énergétique, je l'ai dit, et climatique va s'accentuer. Et d'ici 4 ans, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre de la filière des centres de données pourraient représenter 2 fois les émissions annuelles de la France. Donc on est vraiment sur une empreinte carbone qui est complètement démentielle et encore une fois qui va s'accroître. Pour vous donner d'autres ordres de grandeur également, il y a en France, là en particulier, il y a 352 data centers pour l'instant. Ça va aussi se multiplier. Et ces 352 data centers en France correspondent à la consommation électrique de 10 villes de plus de 100 000 habitants pendant 1 an. Donc c'est quand même assez significatif. Voilà, je voulais aussi... voilà, c'est quelques chiffres pour vous dire que tout ça est loin d'être vert et écolo. Et que, bon, je voulais citer un peu les extraits du manifeste, mais je vais laisser la parole à Colline. Ok. Parce que je ne sais pas où j'en suis, mais très bien. Si tu veux que je poursuive, je vais poursuivre. Je vais passer quand même pas mal de messages justement pour finir de la Técopole. J'ai pas parlé de la consommation d'eau. Ça aussi, c'est assez inquiétant, me semble-t-il, la ressource en eau étant une ressource vitale. Évidemment, les data centers, un peu comme les centrales nucléaires, ont besoin, comme tout appareil, tout matériel qui chauffe, ont besoin d'être refroidis. Et donc les data centers aussi consomment une quantité, en plus de quantité d'électricité, de quantité de métaux, de terres rares qu'il faut aller trouver, bien sûr. Il y a tout ces data centers qui deviennent des grosses usines, hein, c'est des gros hangars, c'est énorme, ont besoin d'une quantité d'eau importante. Je n'ai pas trouvé d'équivalent ou de chiffre que je pourrais vous indiquer. En revanche, je suis tombé récemment sur des reportages et des enquêtes. Il me semble que c'est dans le sud des États-Unis pour le premier exemple et le deuxième c'était au Chili. Il y a maintenant des conflits d'usage autour de l'eau à cause de l'implantation des data centers. C'est-à-dire qu'il y a des restrictions d'eau, notamment dans une ville du sud des États-Unis dont j'oublie le nom, et au Chili aussi, où les autorités locales sont obligées d'arbitrer entre le data center qui consomme de l'eau et l'irrigation, enfin tous les autres usages qu'on peut avoir de l'eau. Et je trouve que c'est assez effarant. Il y a beaucoup de sujets de préoccupation évidemment, mais quand il s'agit de restriction de l'eau ou comment je dirais d'utiliser de l'eau pour refroidir du matériel informatique plutôt qu'irriguer des cultures. Ça commence c'est extrêmement inquiétant et voilà, donc pour cette raison déjà simplement de la consommation de l'eau, c'est de l'eau douce en plus, hein, donc c'est bon, pour moi c'est assez affolant. Donc une empreinte encore une fois environnementale et notamment sur la ressource en eau qui est assez inquiétante. Et si tout ça se multiplie, évidemment tous ces effets néfastes vont s'accentuer. Donc voilà, et donc
pour ce qui est des collectifs de chercheurs, notamment de la Techopole, qui appellent une objection de conscience sur ce déploiement d'IA générative, eux, c'est assez clair d'emblée, là je cite leur manifeste, ils écrivent que le déploiement de l'IAG dans les institutions de l'ESR et de l'éducation nationale est incompatible même avec les valeurs de rationalité et d'humanisme que nous sommes censés représenter et diffuser dans leur institution. Pour eux, donc ils ont une prise de position assez claire au vu des arguments un peu que je vous ai avancés et de l'état des lieux que je vous ai présenté à grands traits là. Ils disent par exemple que l'IAG est un gouffre énergétique et matériel tel que personne ne peut prétendre qu'elle soit compatible avec les grands engagements internationaux tels que l'accord de Paris sur le climat et plus généralement avec la protection du vivant. Accepter le déploiement de l'IAG, c'est amplifier le dépassement des limites planétaire. Ceci est une attitude résolument anti-humaniste, eu égard à la gravité de la situation. Ils font une deuxième déclaration forte aussi que je vous livre. L'IAG représente un choix technologique qui agit comme un accélérateur des infrastructures industrielles sur lesquelles repose le secteur du numérique, les mines, l'extractivisme minier dont il est question aujourd'hui qu'on ouvre certaines mines à nouveau en France. Les data centers se multiplient, j'en ai un peu parlé, les centrales électriques, les usines de matériel électronique. Ainsi, outre les problèmes de pollution massive, ce sont les lourds dégâts sociaux associés à ce système qui se voient renforcés, comme par exemple le travail prolétarisé dans les usines de fabrication et ultra-prolétarisé dans ce qu'on appelle le travail du clic. Parce qu'évidemment, là je m'appesantis sur les sujets environnementaux, climatiques, énergétiques, mais bien sûr l'IAG propose de sérieux problèmes sociaux, humains. Bon, on peut déjà penser à la vie des enfants et des gens dans les mines, notamment dans les pays du Sud. Mais là, ce qu'on appelle les travailleurs du clic, c'est aussi dans les pays du Sud. Vous avez peut-être vu ces reportages-là, notamment au Kenya. Ce sont des gens payés au lance-pierre qui sont censés catégoriser, vérifier le travail de l'IA générative, notamment pour voir si les réponses de l'IA générative sont encadrés par les lois nationales. Et donc il y a des gens, des gens comme vous et moi, qui se tapent à longueur de journée des contenus pour les dire cela peut faire l'objet d'une réponse dans l'IAG, c'est là non, etc. Et c'est des contenus, qui servent à entraîner les IAG avant qu'ils soient lancés sur le marché. Et en fait, ces reportages sont assez incroyables parce qu'elles montrent le désarroi, la souffrance de ces gens qui doivent dire si une image pédopornographique, par exemple, doit faire l'objet d'une réponse de l'IAG ou non. En fait, ils sont face à ce genre de données et qui n'est non négligeable pour leur santé psychologique, leur santé mentale. C'est pas toujours très connu, mais il y a quelques sujets journalistiques, quelques enquêtes qui sont parues ces derniers temps, qui sont également assez affolantes sur ces travailleurs, ce qu'on a appelé les travailleurs du clic. Donc l'IAG a aussi des impacts sociaux. Bon, c'est pas le sujet de mon propos ce matin, mais donc il y a tout ça. Il y a le fait que l'IAG accentue les rapports extractivistes et néocoloniaux entre les pays du Nord et les pays du Sud, et aussi participe à la déstabilisation géopolitique des régions minières. Dans tous ces domaines, la compétition effrénée à laquelle se livrent les acteurs de l'IAG mènera aux méthodes les plus sauvages et prédatrices. Voilà ce qu'ils écrivent. Et enfin, troisième gros argument pour eux, pour rejeter en bloc l'IAG, la banalisation des IAG dans le grand public alimente des usages qui ouvrent la voie à un futur dystopique qui est en partie déjà là. Par exemple, la multiplication des vidéos deepfake, c'est-à-dire des vidéos qui sont carrément bidonnées complètement. Ça accentue, voire favorise la désinformation à grande échelle. Ça accentue également, selon eux, la dépendance affective aux compagnies virtuelles, l'intensification du marketing digital et des arnaques et des escroqueries dont on a été tous victimes un jour ces derniers mois, j'imagine. Et plus généralement, l'IAG permet à des méga-firmes d'accumuler un pouvoir démiurgique, des méga-firmes dont, je le rappelle, vous êtes certainement au courant, mais dont les dirigeants ne font pas mystère de leurs projets mégalomaniaques, eugénistes, fascisants, voire fascistes, notamment via leur détestation de la démocratie. Donc voilà, je vais passer la parole à Colline, mais quelques éléments, quelques arguments pour vous prouver, démontrer que la technique,
mais là, ici, où il est question d'IAG ce matin, n'est pas neutre. Et là, pour le coup, elle n'est pas neutre, elle a des effets, des implications. Et j'ai essayé de vous présenter quelques implications sur l'environnement. Voilà. Merci à toi. Alors sur les data centers, je vous signale, si jamais vous avez des amis à Paris ou si vous y passez, on organise une soirée vendredi prochain, le 17, à la Bourse du Travail de Paris, dans la salle des NAF, avec le chiffon, contre les data centers et leur monde. Voilà, en réadaptant un slogan de lutte contre l'eau. Je vous signale également sur les travailleurs du clic que le journal Fakir, qui est disponible en bas, a tout un dossier paru en septembre 2025 sur le travail du clic qui se produit aussi en France. Il y a une spécificité, ça servira quasiment de transition, il y a une spécificité dans le travail du clic confié en France à des gens sollicités par Internet, c'est que ce sont eux qui travaillent, mais les contrats de travail les considèrent comme des clients, ce qui veut dire qu'ils seraient clients alors qu'ils fournissent des éléments d'information. Donc c'est une chose, voilà, ce renversement raconte un certain nombre de choses. Voilà. Et alors le second aspect, donc, quelle information à l'heure de l'IA, sur lequel je m'attarde maintenant, c'est les réactions qu'on peut avoir, parce que Anthony a évoqué la Técopole et je voudrais expliciter peut-être les raisons pour lesquelles nous avons garanti que nos médias se passaient d'IA en effet générative. Peut-être on peut commencer par revenir sur une définition de l'information. On va dire que c'est une connaissance vérifiable sur le présent, assumée par une personne physique ou morale. Si on a cette définition de l'information, on comprend à quoi sert la charte de Munich, dont vous avez un exemplaire en bas, qui régit la corporation des journalistes et le sens de leurs devoirs. Cette charte de Munich, c'est un des premiers textes qui prend acte en 1971 du fait qu'il y a une importance assez cruciale dans des sociétés dites démocratiques de l'information. En 2024, a été formulé à l'initiative de Reporters sans frontières, ce qui s'est appelé la Charte de Paris, qui prend acte de la viralité d'une transmission par ces nouveaux robots de ce qui se présente comme de l'information et qui peut être soit en vague rapport avec le présent, soit sans rapport du tout avec les faits. Dans la Charte de Paris, des médias, alors vraiment du monde entier pour le coup, Asie, Afrique, Europe, se prononcent sur la distinction et la spécificité de leur métier et de leur rapport à l'information qu'ils diffusent, et formulent un certain nombre de vœux pieux, peut-être, sur les bons recours, ceux qui seraient de bons recours ou de bons usages des systèmes d'IA. Ce sont eux qui disent IA, hein, et pas IA générative. Donc c'est pour ça que je reprenais ce terme. Ça, c'est une première réaction internationale sur laquelle on va revenir. La seconde, dans le cadre français, il existe en France un conseil de déontologie du journalisme et de la médiation. C'est assez peu connu, que n'importe qui peut saisir en cas de manquement visible à la déontologie journalistique. Et ce conseil de déontologie du journalisme et de la médiation a produit un guide des bonnes pratiques sur les systèmes d'IA. Ce guide des bonnes pratiques mobilise une pyramide des usages qui est d'origine européenne, des institutions européennes, avec l'IA Act, donc c'est un gros triangle. Il y a des usages qui sont considérés comme anodins, d'autres usages qui seraient à surveiller et qui doivent faire l'objet d'une mention dans leur mobilisation, et enfin des usages proscrits.
vous savez que la contemplation des pyramides produit divers effets. Moi, ça m'a radicalisé dans la résolution. Jamais utilisé d'IA, parce que c'est très insuffisant dans la façon d'aborder la question. Les points communs entre le guide des bonnes pratiques et la charte de Paris, c'est que ça repose sur Non, charte de Paris. 2024, c'est la charte de Paris. Munich, c'est 71. 2024, c'est en fait, il y a de l'information qui est diffusée de façon virale et tout le monde s'en rend compte. Ça affecte le monde entier. Et donc, Reporters sans frontières propose à un très grand nombre de médias et de chercheurs et de chercheuses de réfléchir à la formulation des usages. Et donc c'est la charte de Paris qui est disponible sur le site de RSF, de Reporters sans frontières, si vous voulez la consulter. C'est une charte en 10 points, dont le préambule est assez intéressant, puisqu'il commence par affirmer cette phrase, je vous la cite, l'information est intimement liée au progrès technologique. Voilà. Alors, ça, c'est pas vrai. C'est dommage d'avoir mis ça en préambule parce que ça n'est pas vrai. L'information, c'est la causerie contemporaine dans les conversations quotidiennes, c'est la rumeur. Tout cela fait de l'information, mine de rien. C'est pas l'information qui est c'est pas l'histoire de l'information qui est intimement liée au progrès technologique, c'est l'histoire des médias. Là, oui, effectivement, les médias, ça peut marcher. Le problème du guide des bonnes pratiques et de la charte de Paris, c'est que ça repose sur le postulat que les infrastructures sociotechniques seraient en soi neutres. Comme l'a expliqué Anthony, enfin comme l'a rappelé Anthony, elles ne sont en tout cas pas neutres énergétiquement, c'est-à-dire dans l'organisation de l'espace et de l'économie. Et il se trouve que on s'aperçoit en regardant ce qui se passe à l'intérieur du journalisme qu'elles ont de très puissants effets. Il y a des grandes chartes, donc internationales, la charte de Paris, il y a ce guide des bonnes pratiques du CDJM, et puis, rédaction par rédaction, des chartes sur le recours à l'IA ont été formulées. L'Institut national de l'audiovisuel a fait en 2024 un état des lieux sur ces chartes, en passant 20 au crible, en essayant de comprendre le type d'engagement qui était pris. Ces chartes sur l'IA, formulées par qui sont des engagements donc pris par différents médias, sont motivées par une idée de la transparence vis-à-vis du public. Elles reconnaissent toutes avoir recours à l'IA dans des proportions différentes, et si effectivement c'est le moment d'introduire la différence entre l'IA et l'IA générative, si elles ont toutes recours déjà à l'IA, c'est pour ce qui est par exemple un usage des plus communs qui est à la fin des articles que vous pouvez lire, des articles ou des vidéos. Vous savez qu'il y a des recommandations automatiques sur des sujets, etc. Et en fait, on suppose qu'il est supposé que le signalé témoigne d'un usage déjà en cours, déjà en vigueur. La conclusion des états généraux de l'information qui avait été voulu par le président Macron en 2022, à la fin des EGI, il s'est tenu une espèce de grand brainstorming. C'est à nouveau l'Institut national de l'audiovisuel qui a été chargé d'en rédiger un rapport. C'est un rapport sur le futur de l'information. Donc c'est un rapport de prospective, l'information en 2050. Ce rapport consiste en 3 scénarios. Un scénario dit clair, un clair-obscur, un clair, un sombre et évidemment un clair-obscur. C'est de la dialectique de base.
Dans le scénario le plus sombre, l'influence de l'algorithme de recommandation, celui qui nous paraît même non questionnable, pourrait donner lieu non pas à l'enfermement individuel dans des bulles de filtre, ce qui est voilà, ce qu'on peut constater chacun, mais pourrait même affecter la possibilité de l'arbitrage politique. C'est-à-dire, dans un scénario où chacun ne finit par avoir accès qu'à une information qui le conforte dans ses présupposés, alors il arriverait un moment où la hiérarchisation des sujets sur lesquels il appartient au politique d'arbitrer ne serait même plus possible, parce qu'il y aurait concurrence des points d'urgence. C'est le scénario sombre, mais ça aboutit à une espèce de chaos permanent. Voilà. Ce qui est proposé dans le rapport sur les états généraux de l'information pour contrer ceci, ce phénomène qui est un risque, serait d'intervenir dans la recommandation algorithmique pour empêcher que les seules informations recommandées qui apparaissent donc à n'importe quel lecteur ou lectrice, que les informations recommandées intègrent toute autre chose, c'est-à-dire des avis contraires, notamment sur les réseaux sociaux numériques. Donc, le seul biais que proposent les états généraux de l'information dans leur rapport de prospective, la seule modalité d'intervention consiste à intervenir à l'intérieur de la machinerie elle-même. Et c'est peut-être le point commun entre la Charte de Paris, le guide des bonnes pratiques du CDJM et chacune des chartes des rédactions adoptées par les médias. Alors là, sans couleur politique, hein, je veux dire, c'est aussi bien le Guardian que les Échos, que dans la presse quotidienne régionale. Voilà. Toutes ces chartes reconnaissent avoir recours à l'IA, ne serait-ce que parce qu'elles ont des sites internet et que voilà, on fait des recommandations à la fin, et en avertissent leur audience et s'engagent à ne jamais rien laisser publier sans supervision humaine ou contrôle éditorial. Donc on est toujours dans l'inéluctable de l'usage de l'IA. C'est comme si c'était acté et comme s'il n'y avait pas d'autre façon de faire. Ça, c'est quand même un enfermement assez considérable pour des gens dont le métier est de transmettre l'information, c'est-à-dire de la former eux-mêmes. Bon, j'attends un peu, je laisse un peu de suspense. Voilà. Donc, que je reprenne les choses. Alors, le problème de la supervision humaine ou du contrôle éditorial, c'est que c'est comme si la corporation des journalistes ne s'était pas encore rendu compte qu'elle va être affectée exactement comme d'autres métiers sont déjà affectés depuis un certain nombre d'années et suffisamment pour avoir été documentés par la littérature scientifique. La supervision humaine, c'est exactement ce qu'on demande aux ouvriers qui travaillent dans les entrepôts, qui déplacent les transpalettes, qui vont récupérer les colis. C'est-à-dire qu'ils obéissent aux ordres d'un robot qui leur détermine leur travail. Je ne dis pas que le travail logistique était d'une extrême créativité, néanmoins, n'importe quelle équipe pouvait, avant leur introduction forcée dans les entrepôts, n'importe quelle équipe pouvait gérer son travail, se parler, organiser sa journée. Et le fait même que les ouvriers obéissent maintenant, les ouvriers et les ouvrières obéissent maintenant à des ordres qui leur demandent, qui leur désignent les allées, les colis et les étapes de leur travail, fait que ça a été documenté notamment par David Gaborio, un sociologue. Des ouvriers finissent par dire « nous sommes des robots ». Et en fait, ils craquent, les gens craquent. On n'est pas fait pour obéir
et on n'est pas fait non plus pour superviser. C'est de toute façon la position qui est celle de l'exécution des ordres de la machine ou la position de la supervision mettent la machine et ses décisions robotiques au cœur du travail. Donc on n'en est plus que des prolongements. Et ça a des effets visiblement insupportables. D'une part, et économiquement, il commence à être sensible. Je reviens là-dessus. Donc sur ce premier point, économiquement et le sens du travail. L'année dernière, l'hebdomadaire pour le moins conservateur Le Point s'est séparé de 58 personnes de ses équipes qui en comptaient jusque-là 200. Il n'y a pas eu vraiment d'explication, mais les journalistes mis à la porte se sont constitués en collectif. Ils ont compris à quoi ça servait la protestation sociale à ce moment-là. Et c'est bien, enfin, je veux dire, il n'est jamais trop tard, quoi. Voilà. Non, mais ils n'avaient pas eu de mots trop durs pour ces horribles preneurs d'otages qui étaient les gens en grève. Mais voilà, là, ils ont découvert ce que c'était que d'être de l'autre côté. Donc, un quart de la masse salariale du Point a été viré. Ok. Pourquoi ? Parce que en fait, leur boulot peut être effectué par des outils d'IA, des systèmes d'IA. Actuellement, il y a assez peu de réactions. Voilà, le SNJ, c'est pas encore vraiment le Syndicat national des journalistes ne s'est pas encore réellement positionné. Il y a un lanceur d'alerte qui essaye d'avertir ses confrères et consoeurs. C'est Éric Barbier qui travaille à l'Est, qui travaillait à l'Est républicain et s'est maintenant positionné comme lanceur d'alerte. L'Est républicain, en accord, avec à peu près tout le monde, enfin un accord imposé par la rédaction, le groupe. L'Est républicain donc fait partie du groupe EBRA qui possède un certain nombre de titres, dont Vosges Matin, le Dauphiné libéré, enfin toute une pluralité de titres dans l'Est de la France. Et l'Est républicain a décidé de faire une expérimentation. C'est comme ça que les patrons l'ont appelé, une expérimentation consistant à faire un truc minimal. Pour cette presse quotidienne régionale, les informations sur ce qui forme la vie quotidienne des villages, je sais pas quoi, les naissances, la fête des fleurs, leur sont fournies par ce qu'ils appellent des correspondants locaux, qui sont des gens qui vivent sur place et envoient, sous quelque forme que ce soit, à un secrétariat de rédaction, voilà, les micro-événements dont le journal va rendre compte. Et ces informations peuvent être formulées d'une façon un peu trébuchante et il appartient au secrétaire de rédaction de réécrire de telle sorte que ça puisse être publié. En disant, voilà, donc la proposition, l'expérimentation menée par l'Est républicain va consister à supprimer le travail de réécriture et le confier à un robot entraîné sur sur l'encodage de la façon dont ces informations vont être rendues publiables. C'est à ce moment-là apprenant que cette expérimentation allait se tenir, Éric Barbier a décidé de changer de position et de journaliste est devenu lanceur d'alerte. Parce que, évidemment, le prétexte invoqué par les patrons de l'Est républicain était que c'est quand même pas très répétitif, c'est pas très intéressant, c'est beaucoup répétitif quand même de faire ça. On va débarrasser les secrétaires de rédaction de ce travail de réécriture au profit de tâches beaucoup plus intéressantes, dont celle de superviser la façon dont le robot aura travaillé. Vraiment, il y a un problème avec cette notion de supervision. Parce que bien évidemment, si c'est le robot qui travaille, même s'il n'exécute qu'une seule part de tes tâches, si c'est lui qui travaille, ça veut dire que toi, tu as moins de boulot, donc tu peux en faire plus. Je suppose que c'est ce qu'on appelle le gain de productivité. Mais c'est-à-dire que si les secrétaires de rédaction n'ont plus qu'à superviser ou vérifier ou contrôler éditorialement le travail du robot, on va pouvoir
en enlever quelques-uns et quelques-unes et leur attribuer beaucoup plus de rédaction du robot à superviser. Autrement dit, il restera peut-être un ou une secrétaire à l'Est républicain, mais qui fera aussi le travail de contrôle pour Vosges Matin, pour le Dauphiné libéré, etc., etc. Ça, c'est une perspective possible. Le dernier point sur lequel... Ouais, merde, pardon. C'est passionnant. J'en ai encore deux, je vais essayer d'aller vite. C'est pas seulement le contenu du métier, c'est le sens que ça a de bosser qui est affecté et de façon très très profonde. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Le 25 mai 2025, le service d'information du gouvernement a publié une séquence vidéo sur son compte X qui s'appelait POV, tu es une résistante à la libération de Paris. C'était une séquence d'1 minute et demie qui montrait une femme habillée dans le style des années 40, marchant dans les rues devant une foule en liesse, dont un soldat de la Wehrmacht, immédiatement reconnaissable, agitant tout sourire un petit drapeau français à son passage. Donc bien évidemment, les internautes se sont gossés. Réponse du chef du service de l'information du gouvernement. Oui, alors... les prompts, la rédaction des prompts a fait l'objet de spécialistes et d'historiens. En revanche, le produit fini n'a pas été visionné avant publication. Qu'est-ce que ça raconte, ça ? Ça raconte une organisation du travail. C'est-à-dire qu'on a embauché des historiens pour leur faire écrire un prompt. La séquence vidéo produite dure 1 minute et demie. Personne n'a pris le temps de regarder 1 minute et demie de vidéo avant de la publier en ajoutant au discrédit qui marque quand même l'action de ce gouvernement. Pourquoi personne ne prend 1 minute et demie ? Moi, je vous propose une hypothèse, et c'est une vraie hypothèse. Les historiens ont été embauchés, ils ont fourni leurs mots-clés, et ils se sont tellement peu sentis impliqués par ce qu'il allait advenir dans la réalisation de leurs mots-clés, qu'ils n'ont pas éprouvé le besoin de visionner. Le gouvernement était commanditaire, le service d'information du gouvernement était commanditaire et n'a même pas éprouvé le besoin de visionner. Ce que les gens produisent en confiant une part de leur tâche à l'IA, c'est du déchet. Et c'est du déchet. Et vraiment, métaphoriquement, c'est assez intéressant d'avoir le parallèle entre la production de déchets matériels et la production de déchets de l'esprit. Quand on ne se coltine pas au travail, quand on n'y fait aucun effort et qu'on n'y met pas de soi-même, eh ben, en fait, on s'en fout. Voilà. On s'en fout du résultat. On n'est pas concerné par la commande qu'on a donné, par le résultat de la commande qu'on a donnée au robot. Et c'est ça peut-être le plus grave et la façon qui affecterait le plus notre travail de diffuseur d'information. Produire du déchet, n'y être pas quand on donne une partie de la tâche, même la plus difficile, à la machine, c'est ça à quoi ça nous condamne, le recours à l'IA. Voilà. Oui, je termine, vraiment. Tout le monde a parlé de révolution de l'IA générative. On dit c'est absolument révolutionnaire, c'est sidérant, c'est formidable, c'est merveilleux. Ok. On en parle comme d'une révolution. Et ça rappelle quelque chose. Et cette métaphore-là, elle est vraiment importante. Au moment de l'introduction des pratiques agro-industrielles, donc dans les années post-45, il y a exactement le même discours. Vous allez gagner en productivité, dit-on à ceux qui étaient jusque-là des agriculteurs. Vous allez avoir des semences infiniment plus efficaces. Vous regardez, les pesticides, c'est formidable, vous pouvez cultiver ce que vous voulez. Et la monoculture, c'est génial. Il y a à la fois un discours gouvernemental, un discours dans les écoles de formation qui enseignent le travail aux paysans. Il y a des
facilité bancaire, parce que les nouveaux tracteurs coûtent très cher, mais c'est pas grave, la banque vous fera un prêt sans problème. Il y a la mise en œuvre par les SAFER d'agrandissement de champs et d'éradication des haies afin que les gros tracteurs puissent tourner. On sait ce que ça donne 80 ans plus tard, 70 ou 80 ans plus tard, cette agriculture, cette mono-agriculture industrielle. Ça a donné des champs vides, des sols vides, des cancers à tous les coins de rue. Un paysan se suicide tous les 2 jours à peu près. Le remembrement, voilà. Mais c'est vraiment le contraire de l'agriculture. On sait que ça a donné des productions empoisonnées et dont le travail empoisonne. Et cette chose-là, il se passe exactement le même accompagnement, le même enthousiasme dans les discours publics, les mêmes facilités de subvention. Il se passe exactement la même chose avec nos esprits dans l'IA aujourd'hui. Et ça... vraiment, cette métaphore, elle est très importante parce qu'on comprend en quoi la Charte de Paris, aussi bien que le guide des bonnes pratiques ou la pyramide des usages européennes, est parfaitement insuffisante et parfaitement à côté de la plaque. On n'est pas obligé d'admettre que le bouleversement socio-technique induit par l'IA est le seul monde possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Preuve en est qu'on continue de faire autre chose et autrement. Et voilà, nous, on fait du journalisme, sinon bio, en tout cas artisanal. C'est une possibilité. Fabriquer un tout petit médaillon comme ça, journal garanti entièrement sans IA, ça provoque chez les lecteurs et lectrices au moins une conscience de participer d'un monde dont ils veulent. Voilà. Et c'est pour ça que notre charte, elle est très simple. Elle est écrite sur notre une. Il n'y a pas besoin de beaucoup de discours, il n'y a pas besoin de spécifications. C'est simple, c'est un engagement et c'est un monde qu'on souhaite. J'ai fini. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur la-paillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.